Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, chers amis. Nous reprenons la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Voilà, le Grand Échiquier. Alors, donc, nous poursuivons. Nous faisons la lecture et en même temps nous commentons ce qu'il dit. Alors, il y a un chapitre, il est intitulé Le Trou Noir. Alors, il écrit: à la fin de l'année 1991, le plus grand État de la planète se désagrège, laissant une sorte de trou noir au centre du continent eurasien. Il veut parler de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. La région pivot des relations internationales, le heartland des géopoliticiens soudain balayés de la carte. En heart, je crois que c'est la terre du cœur. Heartland, la terre du cœur. Face à ce gigantesque défi, l'Amérique doit réviser de fond en comble son approche géopolitique. En priorité, elle doit éviter que ne se développe une situation d'anarchie politique ou que le délabrement de l'État ne favorise l'émergence d'une dictature hostile ayant la même mise sur l'énorme arsenal nucléaire du pays. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les éléments nucléaires qui étaient notamment en Ukraine ont été transférés en Russie. Parce qu'au sein de la fédération, enfin au sein de l'URSS, c'est la fédération de Russie en fait qui était l'État le plus important. Et après l'URSS, justement, c'est la Russie qui est devenue membre permanent du Conseil de sécurité. Ça, tout le monde a compris cela, que c'était la Russie. Et donc plusieurs États ont surgi, la fédération de Russie, la Géorgie, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, le Tadjikistan, l'Ukraine, la Moldavie, tous ces pays-là sont devenus indépendants. C'est tout, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, tous les arsenaux ont été transférés en Russie seule. Voilà, donc c'est comme ça. Il est indispensable qu'elle contre toute tentative de restauration impériale au centre de l'Eurasie qui ferait obstacle à son objectif géostratégique numéro 1, la mise sur pied d'un vaste système euro-atlantique auquel la Russie elle-même a intérêt puisqu'elle pourrait s'appuyer dessus pour garantir sa sécurité et sa stabilité. Mais on a vu Poutine même proposer à l'OTAN que l'OTAN permette que la Russie fasse partie de l'OTAN. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce que toute l'hostilité que l'OTAN et l'Occident avaient envers l'URSS, c'est devenu maintenant une hostilité contre la Russie. En fait, c'est ça les faits. C'est devenu une hostilité contre la Russie. Voilà les faits. L'effondrement de l'Union soviétique a parachevé la dislocation continue du vaste bloc sino-soviétique qui, pour un temps au moins, a égalé et même dans certaines régions surpassé l'empire de Genghis Khan. Bon, après un bref apogée, la défection de la Yougoslavie de Tito, suivie par l'insubordination maoïste, allait très vite démontrer la vulnérabilité du camp communiste aux aspirations nationalistes plus fortes que les liens idéologiques. Le bloc soviétique a existé pendant une dizaine d'années, l'Union soviétique pendant à peine plus de 70 ans. Mais on a vu, concernant la Yougoslavie aussi s'est disloquée en plusieurs États. Ça a donné la Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Slovénie. C'est ce qui s'est passé. La Yougoslavie aussi s'est disloquée. Et maintenant, concernant le Kosovo, où il y avait de nombreux Albanais, qui sont musulmans, qui viennent en fait de l'Albanie, et il y avait aussi des Serbes. Parce que dans cet état de la Yougoslavie, la Serbie jouait un rôle très important, un rôle central. Mais là, qu'est-ce que va faire l'OTAN? L'OTAN va bombarder la Serbie. Sous prétexte que oui, les Serbes voulaient faire un génocide. Voilà, c'est ce que l'OTAN fait. Des milliers de sorties d'avions bombardiers pour bombarder la Serbie.
Ils ont même détruit l'ambassade de Chine à Belgrade, de la capitale de la Serbie. C'est ce que l'OTAN a fait. Et maintenant, ils ont permis à ce que maintenant les Albanais cherchent maintenant à maltraiter les Serbes. Alors que le Kosovo, c'est la région d'origine des Serbes. Vous voyez. C'est ce que l'OTAN a fait. C'est ce que l'OTAN a fait. C'est cela. Évidemment, bon, alors ils ont voulu, ils ont permis la création du Kosovo, de l'État du Kosovo qu'ils ont reconnu, etc. Mais la Serbie ne reconnaît pas l'État du Kosovo. Ils ont pensé, ils ont cru qu'ils ont résolu le problème. Mais le problème peut ressurgir à tout moment. C'est ça que les gens oublient. Voilà, c'est ça. En l'espace de 2 courtes semaines, à la fin 1991, les dirigeants des républiques russes, ukrainiennes et biélorusses ont prononcé la dissolution de l'Union soviétique à laquelle ils ont substitué une entité lâche, la communauté des États indépendants qui associe l'ensemble des ex-républiques soviétiques à l'exception des pays baltes. Bon, ça n'a pas trop marché, hein, cette affaire-là. Le temps que le président de l'Union accepte à contre-cœur sa démission et que le drapeau soviétique soit descendu pour la dernière fois des tours du Kremlin. Bon, ça, on sait ce qui s'est passé. L'effondrement de l'Union soviétique a provoqué une confusion géopolitique monumentale. En 15 jours, les Russes, qui, moins encore que le reste du monde, n'avaient eu les moyens de pressentir la fin proche de l'Union, découvraient soudain qu'ils n'étaient plus les maîtres d'un empire transcontinental. Désormais, leur pays était refoulé aux limites dont ils étaient sortis dans un passé déjà lointain. Dans le Caucase, ils s'arrêtaient aux frontières du début du 19e siècle, en Asie centrale, à celles fixées au milieu du même siècle. Plus douloureux encore, ils retrouvaient à l'ouest les dimensions atteintes à la fin du règne d'Ivan le Terrible en 1584. Mais ça ne posait pas de problème, parce que la Russie a un vaste territoire. La Russie a un vaste territoire. Même déjà au sein de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie a un vaste territoire, donc ça ne pose pas de problème, hein, pour eux. L'effondrement de la paix a créé un vide politique au cœur même de l'Eurasie. Mais ces pays-là vont se relever rapidement. La Russie va se relever rapidement. Justement avec le même Poutine. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que lui il a dit aux Occidentaux? Il dit, mais je vois ce que vous voulez faire à la Russie. Vous voulez lui arracher ses griffes, arracher ses dents, pour en faire un petit toutou que vous allez manipuler. Mais je ne laisserai pas faire cela. Et lui, il a développé quoi? Les missiles balistiques et hypersoniques. Et c'est ça aujourd'hui qui gêne grandement l'OTAN. C'est ça. Ces missiles hypersoniques-là. C'est ça qui gêne l'OTAN. Parce qu'il n'a pas voulu entrer dans la course aux armements, hein, tel que cela s'est déroulé entre l'Union soviétique et puis les États-Unis. Voilà. Parce que cette course aux armements aussi a été très ruineuse pour l'URSS. Donc lui, il a compris. Il a mis l'accent sur un type d'arme bien précis. Voilà. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes. Bon. Rares sont les familles dont le destin n'en a pas été affecté et qui ont pu mener une existence normale, justement, après la chute de l'URSS. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Après la chute de l'URSS, mais il y a 25 millions de Russes qui se sont retrouvés tout d'un coup minoritaires dans plusieurs pays. Plusieurs pays. Puisque avant c'était le même État. 25 millions de Russes se retrouvent minoritaires dans plusieurs pays. Et c'est comme ça qu'on a vu en Ukraine, hein, la minorité russe qui est dans le Donbass, on a voulu empêcher cette minorité-là d'utiliser sa langue, le russe. En Transnistrie, qui fait partie de la Moldavie, il y a cette minorité russe. En Géorgie, on a vu cette minorité russe qui est en Ossétie du Sud. Là encore, hein, on a vu les Géorgiens venir leur faire la guerre. Il a fallu l'intervention de la même Russie. Vous voyez? Donc voilà le problème qui se pose. C'est ça. Bon, il fait des retours dans l'histoire. Hein. Il fait des retours dans l'histoire. Bon. La guerre russo-polonaise
de 1920, ça cherche une défaite russe, la mise en place du goulag, etc. Bon. Mais on a vu, après la victoire de la Pologne entre 1919 et 1920, parce que alors les Russes ont perdu cette guerre face à la Pologne. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Staline massacrer des officiers russes, des officiers polonais. Il a massacré des officiers polonais. Il en a tué des centaines et des centaines. Voilà. Il a fallu un moment pour que les gens se rendent compte que en fait, c'est Staline qui a commis ce massacre contre des officiers de l'armée polonaise. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'armée rouge a libéré tous ces pays-là de la présence de la Wehrmacht, de l'armée hitlérienne, c'est ainsi que l'armée rouge va occuper aussi la Pologne. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà. De 1941 à 1945, la participation à la Deuxième Guerre mondiale se paye de millions de morts civils et militaires et de ravages économiques profonds. Mais si on veut voir qui a libéré l'Europe du nazisme, de la domination hitlérienne, c'est l'Union soviétique. Ce ne sont pas les États-Unis. Quand on regarde des documentaires, etc., les États-Unis font comme si c'est eux qui ont payé le plus fort. Or, ceux qui ont payé le plus fort, ce sont les Soviétiques. Donc, en arrière-plan, les Russes. Plus de 20 millions de morts. Plus de 20 millions de morts. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il écrit encore, Brzezinski, c'est la perte de l'Ukraine qui a soulevé les questions les plus épineuses. Aujourd'hui, on voit encore, voilà, la question de l'Ukraine. L'apparition d'un État ukrainien indépendant constitue une régression géopolitique radicale qui a contraint les Russes à s'interroger sur les fondements de leur identité politique et ethnique. En tirant leur révérence de manière abrupte, les Ukrainiens ont mis un terme à plus de 300 ans d'histoire impériale. Ils ont dépossédé leurs voisins d'une économie à fort potentiel, riche de son industrie, de son agriculture et d'une population de 52 millions d'habitants dont les origines, la civilisation et la tradition religieuse étaient si proches de celles des Russes. Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Seulement, ceux qui sont restés russophones sont beaucoup plus à l'est. Ce sont ceux qui sont dans le Donbass. Maintenant, il y a eu certains Ukrainiens qui sont d'origine polonaise. Parce qu'à un moment donné, la partie ouest, ceux du Donbass sont beaucoup plus à l'est. La partie ouest de l'Ukraine, il y a eu certains éléments certaines populations qui sont d'origine polonaise. Et d'autres même qui sont d'origine autrichienne. Parce que l'Autriche aussi a cherché à dominer cette zone-là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Mais sinon, l'Ukraine, en tant qu'espace, a été un des espaces qui a été l'un des lieux d'origine du peuple russe. Voilà, c'est ça. La preuve, ils sont dans le Donbass, dans la partie orientale de l'Ukraine. Et aujourd'hui, ils réclament leur indépendance, ils veulent l'indépendance. Parce que lorsque les dirigeants ukrainiens actuels ont refusé d'appliquer les accords de Minsk et qu'ils les ont bombardés depuis 2014, c'est un problème. Une armée qui bombarde son propre peuple, c'est un problème. Et ça, les Occidentaux ont fermé les yeux dessus. Voilà. Fermé les yeux dessus. La perte du pivot géopolitique ukrainien réduit les choix géostratégiques de la Russie. Voilà maintenant que la Russie a réagi. La Russie a réagi. Parce que la partie orientale de l'Ukraine, c'est la partie la plus riche. C'est-à-dire la zone du Donbass, c'est la partie la plus riche. C'est là-bas où il y a le plus de ressources. C'est là-bas où il y avait le plus d'usines. C'est comme ça. Et ça, la Russie ne va jamais permettre que le Donbass retourne à l'Ukraine. Jamais. Parce que si l'Ukraine continue sur cette lancée-là, l'État ukrainien en tant qu'État n'existera plus. C'est à ça qu'on va assister. Hein. Voilà. Parce qu'ils fournissent des armes à l'Ukraine pour combattre. Mais finalement, quelquefois, eux-mêmes se sont interrogés où vont toutes les armes qui sont envoyées en Ukraine. Parce qu'ils se rendent compte que quelquefois, ces armes vont dans des mains obscures. Est-ce que cela ne va pas être utilisé par des terroristes contre l'Occident? Voilà le problème. Voilà le problème. Et d'ailleurs, même certains pays de l'OTAN se plaignent qu'ils ont trop utilisé leurs ressources stratégiques militaires en envoyant ces armes-là en Ukraine. Et qu'ils doivent faire attention. Voilà.
Parce que tes armes stratégiques et tes réserves militaires, tu ne vas pas comme ça les livrer. Voilà, c'est comme ça. Ça. Et de toutes les façons, l'ukrainien, c'est une langue qui est proche de la langue russe. Voilà. Ce sont des frères en fait. Ce sont des frères. En pesant sur la définition de la communauté des États indépendants, l'Ukraine a joué un rôle de catalyseur géopolitique. Quand la Russie, contrainte et forcée à concéder de mettre sur pied ce nouveau cadre plus confédéral dans lequel elle escomptait préserver l'essentiel des liens qui avaient prévalu sur le régime soviétique, elle s'est heurtée aux initiatives ukrainiennes. Mais justement, qui était derrière ces initiatives ukrainiennes d'hostilité envers la Russie? Ce sont les mêmes Américains, les mêmes États-Unis. Voilà maintenant que l'Ukraine est en train d'être détruite. Ils n'ont qu'à aller eux-mêmes faire directement la guerre. Ils disent qu'ils vont fournir les armes et puis les Ukrainiens vont fournir les morts. Voilà le problème. En proclamant son indépendance en décembre 1991, puis en défendant avec fermeté ses positions pendant les négociations cruciales de Bela-Veja, destinées à définir les statuts de la CEI, la communauté des États indépendants qui regroupait les anciens pays de l'URSS, et en imposant alors dans une véritable ambiance de coup d'État un commandement national à toutes les unités de l'armée soviétique cantonnées sur son territoire, l'Ukraine a modifié en substance le projet russe. Mais est-ce aujourd'hui le projet russe est revenu à la surface? Les Russes contrôlent carrément la mer Noire, la mer d'Azov. Voilà. Même si après cette guerre-là, l'Ukraine va exister, mais l'Ukraine va exister sans sa partie orientale et puis sud-est, où il y a les ports. Les ports d'Odessa, ils ont déjà perdu le port de Mariupol. C'est le port d'Odessa maintenant que les troupes russes maintenant veulent occuper. Voilà maintenant le problème. Voilà. Si après la mer Baltique, la Russie a perdu sa position dominante sur la mer Noire, ce n'est pas seulement à cause de l'indépendance ukrainienne, mais aussi parce que les nouveaux États indépendants du Caucase, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, ont offert à la Turquie des occasions de rétablir son influence sur la région. D'accord. Mais que peut faire la Turquie sans la Russie? On voit aujourd'hui le président turc Erdogan vraiment être une sorte d'interface. Il parle pour l'Occident et pour l'OTAN. Sinon, l'OTAN même ne peut même pas venir discuter directement avec la Russie. Voilà. C'est ça. Or, il écrit ici, au milieu de la décennie, la Russie ne contrôle plus qu'une bande côtière réduite et elle n'a plus résolu sa controverse avec l'Ukraine. Mais maintenant, elle a résolu. Elle contrôle la mer d'Azov, elle contrôle la mer Noire, elle contrôle le port de Mariupol et bientôt elle va contrôler le port d'Odessa. Voilà. Donc, il y a eu comme un retournement de la situation. Ce que Brzezinski décrit ici, qui était comme l'affaiblissement de la Russie, parce qu'en fait, avant que la guerre de l'Ukraine ne se déclenche, la Russie avait négocié avec l'Ukraine et payait des redevances à l'Ukraine pour que le port de Mariupol et autres soit utilisé. Parce que sur la mer Noire, la mer d'Azov, la Russie avait une grande base militaire là-bas. La Russie avait une grande base militaire. C'était aussi comme le cas aussi en Crimée. Mais maintenant qu'ils ont la Crimée est rentrée dans la Russie. Bon, donc c'est fini maintenant. Voilà le problème. Voilà maintenant le problème. Donc, ce que décrit ici Brzezinski a changé sur le terrain. Voilà. Ça a changé sur le terrain. Voilà. La Russie a repris toutes ces zones-là. Voilà. Qu'elle avait perdu du fait de l'État ukrainien qui s'en était rendu propriétaire, bien sûr. Il paraît d'ailleurs inévitable que leur relation avec la Russie soit marquée par de l'hostilité et des tensions qui pourraient, à l'exemple tchétchène, le montre bien, échapper à son contrôle. Mais ils ont introduit des criminels djihadistes en Tchétchénie. Mais aujourd'hui, la Tchétchénie, qui fait partie de la Fédération russe, il n'y a pas de problème. Les gens prétendent que oui, Anzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie, est manipulé par Poutine, etc. Non. La Tchétchénie mène une politique tranquille. Et ses troupes participent à l'opération spéciale en Ukraine. Les Tchétchènes sont engagés là-bas, dans cette guerre. Voilà le problème. Donc voilà encore,
Brzezinski s'est trompé. Voilà. Voilà, c'est ça. Dans la perspective russe, le spectre d'un conflit avec les États islamiques qui flanquent toute la frontière sud-est et qui, si l'on y ajoute la Turquie, l'Iran et le Pakistan, représente quelques 300 millions d'habitants, constitue un souci prioritaire. C'est-à-dire qu'il veut dire que tous ces pays musulmans-là, c'est un souci prioritaire pour la Russie. Or non. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Il y a eu une rencontre diplomatique entre Poutine et puis le guide de la révolution iranienne. Voilà. Il y a même des drones de l'Iran très efficaces qui ont été livrés à la Russie. Vous voyez? Donc c'est cela. Et même la Turquie a décidé d'acheter en rouble le pétrole russe au détriment, enfin, je veux dire, aux grandes dames des États-Unis et de l'Occident. Ils ont décidé d'acheter le pétrole et le gaz russe en rouble, comme a exigé le président Poutine. Donc, vous voyez que, donc, au contraire, et puis, quand on a vu la Russie aider la Syrie de Bachar el-Assad contre des groupes criminels envoyés par l'Occident avec des troupes occidentales contre, comme on appelle la Syrie, c'est la Russie qui a empêché la chute du régime de Bachar el-Assad. Et ça, les pays musulmans lui sont reconnaissants. Parce que Bachar el-Assad, c'est vrai, la Syrie c'est un pays musulman, mais Bachar el-Assad lui-même, il appartient à une minorité chiite qu'on appelle les Alaouites. Et donc, comme il est chiite, alaouite, mais quand même chiite, donc il est soutenu par l'Iran. Et ça a été un bien pour l'Iran. Le fait que le régime de Bachar el-Assad ne s'est pas coulé, alors qu'il a été attaqué par l'Occident. Vous voyez? Donc finalement, qui est en mauvaise posture? Parce qu'on a vu aussi, il parle de tout ça, mais le Pakistan a aidé les talibans à revenir au pouvoir. Le Pakistan a aidé les talibans à revenir au pouvoir. C'est ça les faits. Voilà. Parce que les Occidentaux pensent qu'ils détiennent les cartes, qu'ils sont les maîtres qui détiennent les cartes. Ils se trompent. C'est vrai. Officiellement, le Pakistan se montre comme un allié. Mais pourtant, ils ont aidé les talibans que les Occidentaux présentent comme des terroristes. Voilà. Même le Qatar, qu'on dit être l'allié de l'Occident. Mais où étaient les dirigeants talibans? C'était au Qatar qu'ils étaient. C'était au Qatar qu'ils étaient. Ils étaient réfugiés au Qatar. Donc le Qatar est le parrain des talibans. Et pourtant, il a dit que le Qatar est un allié de l'Occident. Donc voilà les faits. Donc quand on observe, on essaie de près la géopolitique, on se rend compte que c'est assez complexe. Voilà, c'est assez complexe. Alors, ces deux réalités inquiétantes, la vulnérabilité en Orient et la remise en cause des intérêts du pays en Asie centrale, pourraient dans un avenir proche prendre le pas sur les autres problèmes géopolitiques tels que la perte de l'Ukraine. Leurs implications stratégiques ont été décrites avec lucidité par Vladimir Loukhin, le premier ambassadeur de la Russie post-communiste aux États-Unis, qui a depuis pris la présidence de la Commission des relations internationales de la Douma, c'est-à-dire du Parlement russe. Par le passé, la représentation du monde qui avait cours en Russie plaçait le pays entre l'Asie plus retardée et l'Europe plus avancée. Depuis, l'Asie se développe à un rythme soutenu. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous situer entre l'Europe moderne et l'Asie retardée. Aujourd'hui, est-ce que l'Asie est retardée? La Chine, en fait, est la première puissance économique. Donc voilà. Donc les prévisions ici là de Brzezinski ne se sont pas avérées justes. En bref, la Russie a cessé en un temps record de contrôler le vaste empire territorial. Ça encore, ce n'est plus le cas. Ce bloc fondé sur l'adhésion idéologique rassemblait des États qui à l'ouest pénétraient jusqu'au cœur de l'Europe et à l'est ont atteint pendant une courte période la mer de Chine. Elle est aujourd'hui un État national affaibli, dépourvu d'accès facile. Bon, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc voilà le problème. Donc il y a eu des changements. Donc la situation que décrit Brzezinski a changé. La Russie est devenue plus forte que jamais. Voilà. Elle est devenue plus forte que jamais. Et l'économie chinoise est conquérante. Voilà.
les bons du trésor américain. Qui en a acquis les plus? C'est la Chine. Donc, en fait, les États-Unis sont endettés auprès de la Chine. C'est ça les faits. Maintenant qu'ils sont allés les provoquer dernièrement avec la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, voilà encore que ça va compliquer les choses. Voilà. Donc, il va y avoir vraiment maintenant, au niveau économique, des ruptures entre la Chine et les États-Unis. Voilà. Des ruptures entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que, après la débâcle des États-Unis en Afghanistan, ils vont oser entrer dans une guerre contre la Chine à Taïwan? Oseront-ils faire cela? Ou bien ils vont chercher à livrer des armes à Taïwan? Mais Taïwan, c'est une île. Actuellement, la Chine fait un blocus autour de l'île. C'est parce qu'ils savent que ce sont les frères chinois. Ce sont les frères chinois. C'est pour ça qu'ils sortent les muscles devant les Américains, mais ils n'ont pas envie de détruire leurs frères chinois qui sont à Taïwan. Non, parce que c'est le même peuple en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ben, je vais m'arrêter là. On voit que les prévisions de Brzezinski ne sont pas totalement justes. Voilà. Alors, prochainement, quand nous allons poursuivre l'examen de l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier, le sous-titre actuel, c'est une fantasmagorie géostratégique. On verra bien. Je suis le professeur Alou Kwame René, donc je commentais un point de l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Voilà. Il a fait des prévisions, mais aujourd'hui, on a vu que, puisque nous assistons à des événements nouveaux, on a vu qu'il s'est trompé. La Russie s'est relevée. La Chine est devenue une très grande puissance économique. C'est ça les faits. Et aujourd'hui, c'est que la Russie et la Chine sont en train de mettre en place avec les autres pays des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde. On voit que c'est un monde multipolaire qui se met en place et qui contre l'ancien monde où le dollar était roi, où les États-Unis étaient rois et faisaient ce qu'ils voulaient. Puisque c'était le dollar qui était la monnaie de référence, tout le monde voulait du dollar. Donc cela permettait aux États-Unis d'utiliser à fond la planche à billets. Si bien que, en fait, ça ne correspond pas à leur économie réelle. Voilà. Ils ont tellement tiré de dollars et ça ne correspond pas à leur économie réelle. Mais maintenant que ces pays ont décidé d'utiliser leur monnaie et de ne plus utiliser le dollar, mais voilà, on assiste à un problème. Même l'euro a un problème. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vous remercie. Donc, ici le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Doumbouya, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.